bonjour. Alors, je parle en effet d'un lieu que vous ne connaissez pas, mon bureau à Paris. Pourquoi? Parce que juillet, c'est le moment où je suis traditionnellement, depuis des années, en vacances avec mes enfants, dans un petit endroit d'Italie où il n'y a pas de connexion. Alors vous allez me dire, pas de connexion, c'est peut-être compliqué, ben oui, mais vous savez, le fait de se passer des technologies numériques ne veut pas dire qu'on sache bien s'en servir, mais je pense que quand on sait bien s'en servir, on doit être capable de savoir s'en passer, donc c'est ce que je fais régulièrement chaque année. Alors, on m'a demandé de vous parler de tous les bouleversements technologiques qui ont lieu actuellement et de leurs conséquences sur la vie de famille. Alors, ce que je vous propose, c'est prendre quelques minutes pour évoquer des bouleversements que vous connaissez déjà bien, auxquels vous avez probablement affaire dans votre vie personnelle, dans vos consultations, et puis après, aborder rapidement des bouleversements à venir. Alors, pourquoi faire de la science-fiction? Parce que justement, ce n'est pas de la science-fiction, et parce que c'est important de se préparer à ces changements, parce que même si on n'a pas encore la réponse aux questions qu'on peut poser autour de ces changements, il faut se poser les bonnes questions pour être capable, le moment venu, d'y apporter les bonnes réponses. Donc, on commence par les bouleversements que vous connaissez, bouleversements liés à Wikipédia, à l'introduction massive des images partout, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tout ça a changé? Je vous propose de reprendre les catégories que j'utilisais déjà en 2013, dans mon ouvrage 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, et envisager successivement, d'abord, le bouleversement dans la relation au savoir. Qu'est-ce qui change dans la relation au savoir? Mais ce qui change dans la relation au savoir, tout le monde le sait en famille, Wikipédia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les enfants posent une question à leurs parents, eh bien les parents ne vont pas chercher la réponse dans leur tête, ou plus simplement, d'ailleurs traditionnellement, les parents disaient tu sauras quand tu seras plus grand, comme disait Fernand Reynaud, c'est calculé pour. Que font les parents? Ils vont regarder sur Wikipédia. Ce qui fait que les enfants s'habituent au fait que les parents ne sont pas les porteurs de savoir, mais les parents sont des relais vers des savoirs qui dépassent les parents. L'inverse est également vrai. Les parents posent des questions, les enfants qui ont un smartphone vont chercher sur Wikipédia. Et du coup, la construction des savoirs est beaucoup plus horizontale, comme on dit. Et ça, je crois, une conséquence très importante, c'est qu'il ne faut pas hésiter, dans notre entourage, à nous choisir un coach numérique. Un coach numérique, c'est quoi? Un coach numérique, eh bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Où est-ce que j'ai trouvé cette idée? C'est les patrons du CAC 40 qui me l'ont donné. Ils se choisissent parmi leurs employés quelqu'un qui est capable de répondre à leurs questions. Si vous êtes enseignant, prenez-vous un coach numérique parmi vos élèves. Si vous êtes en famille, vous trouverez bien un cousin, peut-être un enfant, l'un de vos petits-enfants qui va vous accompagner dans cette découverte. Le deuxième grand bouleversement, c'est le bouleversement dans la relation aux apprentissages. Alors on va aller vite, des images partout, on s'y est habitué, mais il ne faut pas oublier que dans les années 1990, il y avait quand même des journalistes du Monde qui disaient « il n'y aura jamais d'images dans les colonnes du journal Le Monde parce que les images empêchent de penser ». Vous voyez quand même le chemin qu'on a fait depuis cette date. Aujourd'hui, on admet que les images sont une étape sur le chemin de la pensée. On a d'abord des sensations, des émotions, des états du corps. On précise ces choses à travers une image, on s'en donne une image mentale, on découvre une image qui nous est apportée par les médias, par la télévision, par des amis. Et cette image matérielle va nous permettre de commencer à mettre des mots, de commencer à parler. Ça, c'est une chose qui m'est chère depuis les années 1985, depuis Tintin chez le psychanalyste. L'être humain a constamment besoin de symboliser sa vie intérieure avec des gestes, des attitudes démoniques, avec des images mentales et matérielles et avec des mots. Et puis la deuxième chose qui change, c'est évidemment le régime de l'attention. Traditionnellement, le régime de l'attention, c'était l'attention profonde, longue durée, la lecture, le travail du paysan qui pousse la charrue, de l'artisan qui polit sa pièce de bois ou de métal. Et bien aujourd'hui, nous sommes massivement confrontés à des formes d'attention très intenses, très éphémères, très rapides, qu'on appelle l'hyperattention. C'est pas mauvais en soi, simplement il faut équilibrer les deux, faire que nos enfants puissent entrer à la fois dans l'attention profonde, la lecture, et puis dans l'attention concentrée, parce que le monde est tellement compliqué que s'il y a des moments où on n'utilise pas l'attention concentrée, eh bien on est submergé par les choses. Il faut être capable d'aller très vite, sélectionner les informations qu'on a envie d'approfondir et les approfondir en deep attention. Alors il y a un troisième grand bouleversement qui intéresse particulièrement les psys, c'est les bouleversements dans la relation à l'identité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui l'identité ne se construit plus comme hier. L'identité se construit
construit aujourd'hui pour l'enfant, autant dans sa fréquentation des espaces numériques que dans sa fréquentation familiale. Erving Goffman d'ailleurs l'avait déjà dit en 1950, avec l'invention de la télé, les enfants vont prendre modèle sur Zorro, sur Superman, et les enfants vont plus seulement prendre leur repère, leur modèle identificatoire auprès de leurs parents. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque les enfants vont jouer à des jeux vidéo, ils vont incarner des personnages, ils vont aller sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, ils vont se vieillir. Les vieux se rajeunissent, mais les jeunes se vieillissent toujours. Et puis, les garçons vont jouer le rôle des filles, les filles jouent le rôle des garçons. Et comme ça, on a une nouvelle culture qui est en train de se créer, importée notamment par les youtubeurs et les youtubeuses, qui parfois interviennent dans leur nom propre, mais parfois aussi font du mime, du théâtre. Nouvelle culture théâtrale généralisée aujourd'hui. Le psychodrame, le jeu de rôle paraît vraiment la forme de thérapie la plus adaptée aux nouvelles générations. Ils ont envie de bouger, ils ont envie de mettre en scène. On entre dans un monde de culture théâtrale dont nous, psy, devons prendre la mesure, mais dont les parents aussi doivent prendre la mesure. Je vous ai annoncé 4 bouleversements. Quel est le 4e? Eh bien, après le bouleversement dans la relation au savoir, le bouleversement dans la relation aux apprentissages, le bouleversement dans la construction d'identité, ce 4e bouleversement, c'est celui de la sociabilité, la construction des liens sociaux. Alors, il faut bien comprendre que traditionnellement, les liens sociaux se construisaient autour de la proximité physique. On échangeait plus avec les gens qui vivaient sous le même toit que nous, qu'avec les voisins. On échangeait plus avec les voisins qu'avec les gens de l'immeuble d'à côté. Et donc la sociabilité se construisait par proximité physique. Le lieu de travail étant évidemment un lieu de proximité physique important. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, la sociabilité se construit par centre d'intérêt partagé. En pratique, ça veut dire que si vous avez un voisin qui est passionné, par exemple, par un groupe de rock qui vous passionne vous aussi, vous pouvez avoir un lien très fort avec lui. C'est un lien local, c'est votre voisin de palier. Mais si vous avez rencontré sur Internet un Australien qui habite à Sydney, qui est passionné par le même groupe de rock, eh bien, vous aurez une relation très forte également avec cet inconnu pour vous, parce que vous partagerez de manière très intense un centre d'intérêt. Et donc on dit du coup que le réseau est glocal, il n'est ni seulement local, il n'est ni seulement global, il est glocal. Donc ce bouleversement dans la relation à la construction de la sociabilité, il va avoir une conséquence importante pour la vie familiale. Pourquoi un bouleversement important pour la vie familiale? Parce que si les parents arrivent à intéresser leurs enfants à leur propre centre d'intérêt, si les parents s'intéressent à la pêche à la ligne, ils arrivent à intéresser leurs enfants à la pêche à la ligne, ou s'ils s'intéressent aux échecs, ils arrivent à intéresser leurs enfants aux échecs, c'est parfait. Il y a une continuité qui s'établit et la famille reste riche en échanges, en communication, c'est une famille vivante. Mais si les parents n'arrivent pas à intéresser leurs enfants à ce qui les intéresse, ils n'ont pas d'autre choix que de s'intéresser à ce qui intéresse leurs enfants. Et alors ne vous inquiétez pas les parents, c'est pas triste, parce que le jour où vous allez vous intéresser aux jeux vidéo, vous verrez qu'il y en a qui sont très intéressants, il faut faire le tri, et puis peut-être vous allez découvrir les youtubeurs, les youtubeuses. N'oublions pas quand même qu'à l'époque de Johnny Hallyday, il y a bien longtemps, dans mon adolescence, beaucoup de parents dénigraient énormément cette culture et disaient « c'est les yéyés, c'est pour les jeunes, ça passera ». Eh ben non, la culture yéyé, elle est devenue la culture des adultes et même des seniors d'aujourd'hui. Donc les youtubeurs et les youtubeuses, ne croyez pas que c'est de la culture adolescente, c'est notre culture qui est en train de se construire, c'est la culture des adultes et des seniors de demain. Donc prenons le train en route, n'attendons pas pour nous intéresser à ces manifestations culturelles nouvelles. Là encore une fois, nous avons tout intérêt à les découvrir. Eh ben, je parlais tout à l'heure de coach numérique, voilà un domaine dans lequel il va nous être bien utile. Alors, tout ça, c'était quelque chose que j'exposais déjà en 2013, de manière plus détaillée évidemment, mais je crois que ce qui est important, avant de se quitter, c'est de voir qu'est-ce qui va vraiment changer encore beaucoup et très vite. Il y a déjà des signes avant-coureurs. Premier point, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un formidable projet au début, permettre aux gens qui n'avaient pas un réseau social lié à la famille, lié à l'argent, lié aux traditions familiales, leur permettre de s'en construire un.
projet des réseaux sociaux a été complètement dévoyé, comme vous le savez. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme machine à prélever nos données personnelles et à coup de pouces, à coup de flammes, à coup de cœur, une énorme machine à faire en sorte que les usagers soient toujours invités à y interagir plus pour fournir toujours plus de données personnelles. Il y a même des gens qui ont travaillé chez Facebook qui sont en train de condamner cette machine à extorquer nos données. Et donc du coup, prudence avec les réseaux sociaux. Ils ne sont plus ceux que peut-être nous avons connus quand nous étions plus jeunes, ils sont vraiment différents. Un autre grand bouleversement qui est en train de se dérouler, c'est la relation à l'identité. La relation à l'identité, jusqu'à maintenant, elle a été changée par la pratique des jeux vidéo, par la pratique des réseaux sociaux, mais une nouveauté dont vous avez tous entendu parler s'annonce, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, il faut bien comprendre que ça va bouleverser non seulement notre vie quotidienne, mais nos catégories. Jusqu'à maintenant, il y avait le réel et l'imaginaire. Eh bien, avec la réalité virtuelle, il va y avoir une catégorie intermédiaire. Une catégorie intermédiaire, puisque nous rentrerons dans ces mondes comme on entre dans un imaginaire, mais en même temps, ça sera un imaginaire qui aura tous les attributs de la réalité. Et donc, du coup, évidemment, la réalité virtuelle va poser énormément de problèmes. Ça sera une occasion formidable pour renouveler le champ de l'éducation, le champ de la recherche, le champ de l'apprentissage, mais en même temps, ça sera aussi un formidable danger, une extraordinaire tentation pour les gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie quotidienne d'y trouver refuge. Et donc du coup, il va falloir éduquer nos enfants plus que jamais à réguler leur consommation d'écran tout petit, de manière à pouvoir, quand ils seront confrontés à cette réalité virtuelle, pouvoir la gérer le mieux possible. Et si je parle de réalité virtuelle, peut-être c'est assez abstrait pour beaucoup d'entre vous, je vais vous donner un exemple. Un film qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis, qu'on va bientôt pouvoir voir en France, qui s'appelle The Enemy. The Enemy, c'est quoi? C'est la possibilité pour chaque spectateur, mais on n'est justement plus spectateur, pour spectateur, il faudrait dire, la possibilité d'entrer avec un casque de réalité virtuelle au milieu d'un groupe de soldats, être interpellé par ces soldats, être traité comme eux. Un autre exemple, la possibilité de vivre ce que vivent des Mexicains qui tentent de traverser la frontière américaine, se retrouver dans la peau d'entre eux, être interpellés par les autres migrants, et puis être insultés par les gardes-frontières américains, et donc autant de possibilités de vivre intimement des expériences que nous ne vivrons jamais, mais qui sont vécues par d'autres, avec évidemment, vous l'avez compris, une formidable opportunité pour développer nos capacités d'empathie, pouvoir vraiment nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Imaginez un thérapeute français qui reçoit un patient immigré de Syrie, c'est très compliqué de comprendre ce qu'il a vécu. Mais imaginez, et ça arrivera, que l'équivalent de ce passage des migrants à la frontière mexicaine soit fait pour des migrants syriens qui arrivent en France, eh bien ça serait la possibilité pour des thérapeutes d'avoir un autre regard sur ce qu'ils ont vécu. Et puis évidemment, il ne s'agit pas que des thérapeutes, il s'agit de chacun d'entre nous, la possibilité peut-être de pouvoir nous rapprocher de gens qui nous sont jusqu'à maintenant très éloignés. Alors, il y a un dernier point quand même que je voudrais aborder, parce que c'est sans doute le plus difficile à concevoir, c'est la question de la mort et du deuil. Vous avez tous entendu dire que certains courants transhumanistes ont décidé d'abolir la mort. Ça ne sera pas pour tout de suite, probablement, vous continuerez à mourir, bon moi, vous, voilà, mais peut-être nos enfants, et peut-être plus encore nos petits-enfants, auront une vie très longue, et même peut-être la possibilité de choisir de vivre quasiment éternellement. Bon, on est dans la science-fiction, mais d'ores et déjà, ce qui change, c'est la possibilité de faire vivre les morts à travers tous les échanges qu'ils ont eus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si vous perdez quelqu'un de votre famille, eh bien cette personne peut continuer à vous envoyer des SMS, peut continuer à vous parler via votre téléphone mobile avec la voix qu'elle avait quand elle était vivante. Ray Kurzweil, qui est donc le grand inspirateur du projet transhumaniste chez Google, rêve de ressusciter son père d'une certaine façon sous la forme d'un robot. Mais pas seulement un robot qui aurait l'apparence physique de son père, ça c'est un automate, c'est facile à fabriquer, mais un robot qui aurait les manières de parler de son père, les plaisanteries de son père, les tics de son père, les centres d'intérêt de son père, les constructions de phrases de son père. Et évidemment, le jour où il y arrivera, on ne sait pas encore très bien comment, mais on peut lui faire confiance, le jour où il y arrivera,
il y aura probablement beaucoup de familles candidates, peut-être, pour continuer à faire vivre un défunt. Alors, vous êtes comme moi, vous avez grandi dans l'idée qu'il fallait apprendre à faire son deuil. Qu'est-ce que ça voudra dire faire son deuil dans quelques années? Vous savez d'ailleurs, cette expression qu'on emploie toujours, elle s'est démonétisée au fil des années. N'oubliez pas qu'il y a eu une époque où quand on était physiquement séparé de quelqu'un, il fallait faire son deuil de l'entendre, il fallait faire son deuil de le voir. On ne pouvait correspondre qu'avec des courriers papier qui mettaient plusieurs jours pour passer d'une personne à une autre. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, nous avons découvert que grâce au téléphone, nous pouvions continuer à parler avec cette personne, puis que nous pouvions la voir par Skype. Et bien bientôt, après sa mort, nous pourrons continuer à non seulement l'entendre, mais même à échanger avec elle. Vous voyez donc des bouleversements dont il est important de prendre la mesure, parce qu'encore une fois, même si nous n'avons pas aujourd'hui les réponses à ces questions, il faut nous poser aujourd'hui ces questions. Il faut nous intéresser aux progrès technologiques en devenir, de manière à savoir au bon moment comment leur apporter la bonne réponse. Parce que peut-être que nous n'avons pas du tout envie que disparu notre famille continue à être présent via le téléphone et les SMS. Mais si je reçois un patient qui a fait ce choix, comment le comprendre? Comment l'accompagner si je n'ai pas été sensibilisé au fait que tout cela arrive, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et voilà, merci de votre attention. N'oublions pas que le 9e congrès se prépare d'ores et déjà, que les technologies nouvelles, les évolutions sociétales vont y être très présentes. Et si vous avez entre-temps des questions autour de ce que je viens de vous présenter, eh bien, il existe Internet, il existe notre site. N'hésitez pas. Merci encore de votre attention.